Fabrice Pelletier est consultant créatif en éco-conception, designer, artiste engagé. Il propose à ses invités 10 minutes pour expliquer leur démarche Green Deal autour des emballages. L'industrie de l'emballage et de produits emballés, fer de lance de Green Deal ou plus précisément du Pacte vert pour l'Europe, c'est maintenant ici sur la scène de l'Agora. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le Green Deal ou le Pacte vert pour l'Europe. Qu'est-ce que ce Green Deal? Donc c'est un texte qui vise à créer une Europe plus propre, plus saine et neutre pour le climat en transformant nos modes de production et de consommation, pas que de production. Il a été lancé en 2019 et il consiste à un ensemble de mesures pour atteindre la neutralité carbone. Alors d'ici 2050, ça peut paraître dans longtemps, mais dans une vie industrielle, c'est juste demain. Et il aussi doit contribuer à créer une société juste et prospère, dotée d'une économie moderne et compétitive. Donc c'est pas quelque chose de punitif pour faire de la décroissance, mais bien de faire de la croissance en étant plus respectueux de l'environnement. Plusieurs objectifs ont été fixés, donc la neutralité climatique, la neutralité carbone, donc la diminution drastique des gaz à effet de serre, et nous en parlerons avec certains de nos intervenants. Une économie circulaire, plus circulaire, donc un modèle économique favorisant la réparation, le recyclage, la réintégration de matières recyclées, pour une meilleure conservation de nos ressources, une industrie propre, plus durable, économe en énergie, un environnement plus sain, visant à restaurer une nature plus saine, œuvrer sur zéro pollution et notamment diminuer la pollution plastique qui est indéniable. Une agriculture plus durable, donc nous sommes au CEFIA et d'ailleurs dans le hall des ingrédients, je crois, et une justice climatique et une équité. Quand on regarde le Green Deal, effectivement, on se dit que ce Green Deal, il est vraiment lié à l'emballage, et c'est pour ça que j'ai souhaité faire ces petits pitch où j'ai demandé à des industriels, des fois fabricants d'emballage, des fois fabricants de machines, parce que on fait, je dis souvent, pas d'emballage, pas de chocolat, mais pas de machine, pas d'emballage et pas de chocolat. Et voilà. Et puis aussi des associations qui ont des choses à nous dire et qui vont nous parler de nos Green Deal. Alors sans plus attendre, je vais appeler Sofiane. Non, voilà, Sofiane Mameri de Sliver et moi, j'avais pas noté le nom, donc je connais bien Sofiane, mais David Andry. Ah bah j'ai mis Landry, c'est moi. De Tecma Ariès, qui nous. Alors, je parle de machines, mais petit emballage, hein, j'ai l'impression, parce qu'ils sont devant. Et vous allez nous expliquer comment on peut réduire l'empreinte carbone tout en optimisant la performance. Et c'est le défi que vous avez relevé pour les marques blanches. Donc vous nous expliquerez aussi ce qu'est une marque blanche, parce que je ne sais pas, avec une offre full service. Voilà, marque blanche offre full service. Voilà, je vais vous laisser la parole, Sofiane, pour vous présenter et puis nous parler de votre Green Deal. Merci Fabrice. Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Alors, donc, ravi d'être ici présent devant vous aujourd'hui. Donc, je suis Sofiane Mameri, en charge des ventes de sleeves, donc de manchons thermorétractables et de machines au Moyen-Orient. Mais l'idée, c'est que le Green Deal est également présent. On le voit dans d'autres continents, Fabrice. Donc, merci encore de faire appel à nous. Et Sliver, rapidement, est une société française qui fabrique des manchons thermorétractables et également les machines de conditionnement pour poser et rétracter ces manchons. Et vous avez devant vous quelques petits exemples. Et Tecma Ariès.
Bonjour, David Andry, Tecma Ariès. Nous allons intervenir, nous, juste après Sliver. Et on va regrouper les bouteilles dans ce qu'on appelle un pack, que vous allez trouver en supermarché, donc des packs de 4, de 6, de 8, de 10 bouteilles. Puis récupérer ces packs, les mettre dans des caisses spécifiques qu'on aura développées pour le client, et puis les palettiser pour que ce soit prêt à être expédié. Alors vous m'expliquiez à la préparation que c'était tout ça à des cadences infernales. Votre premier Green Deal, votre premier, c'est la performance écologique avec des réductions d'énergie. Alors expliquez-moi comment on peut réduire l'énergie en mettant des manchons thermorétractables. Et en allant plus vite. Marque blanche, je commence par ça, Fabrice. Oui, marque Schreiber, donc, qui fabrique et développe des produits laitiers, qui revend ensuite à des marques de distributeurs principalement. Donc pour Schreiber, comme on le disait, nous avons ensemble participé à l'intégration d'une ligne complète, donc la fin de ligne principalement, étiquetage et... Dépose sleeve, dépose sur emballage et encaissage. Voilà. 1100 coups minutes, donc 1100 produits à la minute. L'idée était donc de respecter les vitesses de ligne habituellement utilisées pour cette industrie en réduisant les énergies. 1000 produits à la minute, Fabrice. Oui. Mais qui mange ça? Parce que ça fait beaucoup de... Il y a beaucoup de lignes comme ça. Et il y a beaucoup d'enfants. Je confirme. Par 6, par 12. Donc 1100 produits à la minute remplis, operculés et décorés en ligne. Le défi était de pouvoir, sur une empreinte au sol réduite, sur une consommation calorifère réduite, tenir nos promesses en termes de performance industrielle. Alors je comprends la réduction calorifique, mais empreinte au sol, en quoi ça a un intérêt pour le Green Deal? Réutilisation des énergies. On travaille notamment Sliver sur des machines combi, monobloc, ce qui nous permet de collecter et de réutiliser les énergies au sein de l'équipement. Ensuite, le consommable, on a utilisé un sleeve 2 fois plus fin, un sleeve de 20 microns, donc c'est l'épaisseur d'un papier à cigarette, ce qui nous permet de baisser, par conséquent, la consommation calorifère pour effectuer la rétraction. Donc on consomme moins, mais on garde la performance en termes de décoration intégrale. Et vous, Tecma, je vois moins 20% de consommation d'énergie. Oui, en fait, on s'est appuyé sur des partenaires du marché pour utiliser des moteurs toute dernière génération de normes IE4, enfin peu importe, qui ont permis au client final un gain conséquent de consommation électrique. Et nous avons travaillé sur le pneumatique également, qui est une grosse source de consommation d'énergie dans l'usine. Et le point final était pour former et fermer nos packs et nos caisses les dernières technologies en termes d'encolleur à colle chaude via des systèmes de bus, d'air comprimé et autres qui nous ont permis de réduire drastiquement la quantité de colle et par voie de conséquence le nombre de sacs utilisés, le nombre de rotations de camions, etc., etc. Donc on a parlé performance écologique énergie, réduction des consommables et tout ça avec une performance industrielle accrue. Les gains, vous avez fait des analyses de cycle de vie. Comment vous avez mesuré tout ça? Tout à fait, Fabrice. C'est-à-dire que par rapport aux consommables, comme je le disais, on est sur une réduction de moitié. Donc nous avons valorisé l'économie d'énergie à près de 40%, rien que sur le consommable. Ensuite, sur les consommations de la machine, nous avons réduit les tunnels de rétraction en termes de hauteur pour avoir des chambres qui permettent d'assurer la rétraction réduite et adaptée à la taille du produit. Et nous avons comme ça réduit de près de 60% la consommation d'eau, de vapeur du tunnel. Ensuite, je voyais, donc je vais montrer, moi je ne peux pas m'empêcher de... Donc ça c'est le geste que doit faire le consommateur à la fin ou... Merci Fabrice. Donc l'idée, comme vous le savez, est de séparer les composants d'emballage. Nous sommes sur un emballage rigide ménagé en HDPE. Donc l'idée est de, comme vous le venez de voir, de libérer l'étiquette avec une perforation consommateur. Il n'y a pas d'adhésif. Donc vous pouvez séparer naturellement l'étiquette du contenant. Et c'est le consommateur qui le fait ou, je ne sais pas, quand il est écrasé, ça... Merci. Oui. Alors les deux. J'ai dû tirer les verres du nez, c'est quand même dingue, quoi. Donc le consommateur, on lui demande
Mais on ne se repose pas uniquement Il sur le le fait pas. consommateur. Non, Bah, les Suisses le font, Très mais le peu. Français moyen ne le fait pas. pas du tout. Ça peut être ludique pour les enfants. Ah oui, ça peut être... Oui. Donc on est également sur une Alors il faudrait séparation. un petit jeu derrière pour les enfants. Ça marche en Espagne, ça on Ouais, le fait en ouais, Espagne. un petit truc derrière, parce que là c'est... À c'est- collectionner. À collectionner ou un truc à gagner. Ou... Donc on se base également sur la collecte, le tri et le recyclage. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du stress, de la compaction exercée sur ces emballages rigides ménagers, vous avez le sleeve avec des petites perforations qui va venir s'ouvrir et se séparer naturellement. Je peux le stresser? Il est plein, fais attention. Bon, non, il est pas... Ah oui, 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 je confie. Voilà, les dents cassent et comme ça vous pouvez séparer pendant toutes les étapes de fin de vie D'accord. l'étiquette de l'emballage. Bon, il n'est pas parti. J'ai pas assez stressé, il faut plus stresser. Ok, ben merci. Vous avez des questions dans la salle pour ce premier Green Deal de Sliver et Tecma? Pas de questions? Non, d'autres... Simplement, on a permis au client de convertir son carton, qui était du carton vierge craft, en utilisant du recyclé malgré les contraintes de cadence et de tenue du pack. Donc il a pu passer en 100% recyclé, VS du craft qu'il utilisait auparavant. Donc meilleure surface carton et donc moins de volume et on va dire par voie de conséquence un peu moins d'arbres coupés. Mais ce qui était intéressant, pourquoi j'avais fait mon choix, c'est que je trouve intéressant, on parle souvent, quand on parle d'emballage vertueux, plus respectueux de l'environnement, on parle souvent de ça, c'est-à-dire du déchet, enfin, dans l'emballage primaire, qui est quelque chose de très vilain une fois que c'est vide, parce qu'il faut s'en débarrasser. Et c'est de bien comprendre que c'est aussi l'impact environnemental dans l'emballage se situe bien souvent à la production, et c'est à la production avec des machines, et c'est ce que je voulais souligner. Je vous dis bravo. Merci. Merci Fabrice. Eh bien, on va continuer avec un autre Green Deal. Vous pouvez les applaudir. Pareil qu'il y a un jingle pour accompagner la prochaine. Donc, envoyez le jingle. Non, on n'envoie pas le jingle, c'est pas grave. Ah, ça y est. Et Carole arrive en musique. Alors on va passer à tout à fait toute autre chose avec Carole Fonta, donc, qui est la directrice générale d'Alliance Carton Nature. Alors vous ne connaissez peut-être pas Alliance Carton Nature, mais par contre vous connaissez très très bien ses adhérents, puisque c'est l'association qui regroupe les trois grands acteurs de la brique alimentaire, donc dont Tetra Pak, SIG Combibloc et Elopak. Et j'ai reçu dans mon courrier il y a un petit mois un petit bouquin qu'elle va pouvoir vous distribuer, Carole, et qui était le recyclage des briques alimentaires, le vrai du faux. Alors, est-ce que le Green Deal chez Alliance Carton Nature, c'est de démêler le vrai du faux, de dire la vérité? Oui, Fabrice. Alors, présente toute la vérité, rien que la vérité, je jure. Donc voilà, mais démêler les vrais du faux sur le recyclage des briques alimentaires, parce que a priori, si vous faites ça, c'est qu'il y a un doute sur le recyclage des briques alimentaires, semble-t-il, quand on lit le petit bouquin. Ce petit bouquin est ordonné en 3 grandes parties. D'abord, pour recycler, c'est d'expliquer qu'avant, il faut capter et trier. Alors, on en est où? Est-ce que ça se trie bien? Comment ça marche? Alors, merci Fabrice. C'est vrai que nous, le Green Deal, on le voit, tu parlais de stratégie dans ta présentation, 3 R. Nous, ça va être le R du recyclage sur cette intervention. Donc, Alliance Carton Nature, si vous ne connaissez pas, ACN, donc c'est un collectif qui regroupe les fabricants de briques alimentaires depuis 1990, qui a été créé avec pour objectif de contribuer, parce que ce n'est pas nous qui le faisons indirectement, mais améliorer la collecte, le tri, le recyclage des briques alimentaires.
Et on a différentes actions, notamment le suivi réglementaire, on ne s'ennuie pas en ce moment sur les emballages, la communication, d'où ce petit document, des études techniques, voilà, on fait une multitude de choses. Et pourquoi ce document ? En fait, on s'est rendu compte qu'on entendait un petit peu tout et n'importe quoi sur le recyclage de la brique alimentaire. Et à quel niveau qui dit n'importe quoi? C'est les consommateurs, les metteurs en marché plutôt notre sphère institutionnelle aussi. Donc oui. Même les gens en fait qui ont des briques, qui trient, qui recyclent, des collectifs. Et on a souhaité clarifier de manière très transparente, apporter des précisions parce qu'on s'est rendu compte que c'était souvent par méconnaissance, parfois avec certaines idées reçues. Et donc on a 5 idées reçues auxquelles on répond dans le document, mais qu'on va balayer avec Fabrice. La première, effectivement, on a souhaité faire ça pour rétablir un petit peu le vrai du faux sur tout ce qu'on a entendu. Donc on s'est basé sur des entretiens qu'on a menés, des choses qu'on a entendues, et puis on y a répondu avec des illustrations, des chiffres clés. On a un beau travail qu'on a fait avec une agence de communication. Et si vous allez sur le site, alors il y en a à disposition, n'hésitez pas, servez-vous. On a également souhaité, notamment pour les acteurs des sitcoms, des centres de tri, des élus, faire d'autres choses que la brochure pour qu'ils puissent eux-mêmes utiliser des outils avec les bons chiffres clés. Donc si vous allez sur notre site internet Alliance Carton Nature, vous allez retrouver donc le document qui est téléchargeable, mais également une infographie sur le tri, le recyclage, un motion design très pédagogique et quelques vignettes. Les vignettes, c'est un visuel, un chiffre clé, un message. Voilà. Alors, oui. Le premier, puisque le premier. Donc sur la collecte. Tu es bavarde et moi aussi, et très timé. Donc le premier, oui. C'est est-ce que la brique est bien triée? Et là, il y a des chiffres clairs. Si on regarde, alors est-ce qu'elle est bien triée? Si juste on revient sur les différentes étapes. Donc on a d'abord le geste de tri du consommateur. Après, on a la collecte et après, on arrive dans les centres de tri. L'étape d'après, ça va être la sortie des centres de tri pour aller vers des sites de recyclage. Aujourd'hui, donc la brique, elle est avec tous les emballages puisque les consignes de tri, on les simplifie pour gagner en performance, pour simplifier le geste de tri. Donc, elle est dans la poubelle jaune. Et les chiffres, donc, on a eu en 2023, ça c'est les données de Citeo, 42 000 tonnes de briques qui ont été collectées. Donc ça veut dire des briques qui sont sorties des centres de tri, par rapport à 66 000 tonnes mises en marché. Ce qui veut dire qu'on est sur ce qu'on appelle un taux de collecte pour recyclage de 64% en 2023, c'était 61% en 2022 et c'était 8% en 2000, ce qui montre qu'on progresse tous les ans. Ce cas, c'est le placé à partir du verre. Le verre est à 89,3, les papiers et cartons 76%, donc vous vous situez en 3e position et plutôt... avec des chiffres plutôt bons, mais à améliorer. Donc ça, c'est la première chose dans ces chiffres clés. Et après, la question, c'est une fois qu'elle est triée, là aussi, on entend beaucoup de choses. Est-ce que c'est facile à recycler? Oui, Fabrice, c'est facile à recycler parce que c'est vrai que la brique, c'est ce qu'on appelle un multimatériau dans le jargon. C'est-à-dire qu'on a du carton majoritairement, mais pas que du carton. On a du plastique. Alors pourquoi le plastique? C'est qu'en général, on emballe des liquides. Donc l'étanchéité, ça se fait avec du plastique, pour l'instant. On a aussi de l'aluminium. Pas sur toutes les briques. Par exemple, celles qui sont en rayon frais, on n'en a pas besoin. Parce que l'aluminium, c'est une barrière à l'air et à l'oxygène. Et notamment sur les produits sensibles comme le lait, c'est indispensable. Et ça nous permet aussi de garder les produits sur des longues conservations. Et donc... on nous dit, bah oui, mais alors c'est un multimatériau, donc en fait, ça doit être super compliqué à recycler, tout ça, et en fait, pas du tout. C'est un procédé qui est expliqué dans le document. Finalement, c'est assez simple. Nos briques, elles sont envoyées vers des papetiers recycleurs spécialisés. 75% sont basés en France. Je vais vous donner deux noms, par exemple, Essity en Normandie et Lucart dans les Vosges. Et ces gens-là, ils mettent la brique dans un grand pulpeur. En fait, un pulpeur, c'est une grande cuve remplie d'eau. On brasse, c'est un procédé mécanique, sans ajout de produits chimiques, et du coup, ils récupèrent d'un côté la fibre et de l'autre côté ce qu'on appelle le polyal, le plastique et l'aluminium pour l'envoyer vers d'autres recycleurs. Alors, on sait séparer les matériaux, les récupérer, on en fait quoi? Alors, avec la fibre, on en fait des produits d'hygiène, des produits d'essayage, ça c'est le rôle du papetier. Par exemple, avec 5 briques, on peut faire une boîte de 100 mouchoirs, avec 3 briques et demie précisément, un rouleau de papier toilette. On se mouche dans de la brique, oui Fabrice, et on peut, rouleau de papier toilette, bon.
Je verrai plus mes mouchoirs comme avant. Je me mouche dans du... Alors les tiens, je ne sais pas, mais et avec le plastique et l'aluminium, alors on peut faire aussi de la boîte carton. On fait pas que ça. Hier, j'ai vu qu'il y avait aussi des rouleaux de papier de toilette. Voilà, ouais. Mais tu suis parce que je viens d'en parler. Le plaisir. Oui, non, c'est pas grave. Non, mais excuse-moi, en même temps, je lis, je regarde parce que c'est bien fait parce qu'il y a les chiffres, il y a les petits dessins, donc voilà. Donc dès que je vois un petit dessin, j'agis. Non, on fait aussi de la boîte carton, pas en France, mais en Europe, on fait de la boîte carton. Et avec le polyal, donc polyéthylène aluminium, alors on va faire du mobilier urbain, du mobilier de design et des palettes de transport. Ça, c'est la majorité du tonnage pour être sur des tonnages avec du gros volume. Après, on peut faire différentes choses. Je vais me concentrer sur l'essentiel. Et petite anecdote, si vous allez au Futuroscope, les 13 km de gradins du Futuroscope, c'est du polyal. Il a fallu à peu près 11 millions de briques pour équiper les gradins de ce Futuroscope. Il n'y a pas besoin d'aller si loin quand on habite à Paris. Aussi, oui. Quoique non, le Futuroscope, c'est peut-être moins loin d'ici, mais au domaine de Longchamp, j'ai vu qu'ils allaient faire un film. Là-dessus, il y a effectivement du mobilier en polyal. Oui, et dont je connais le concepteur. Oui, moi aussi. Je me demande qui c'est. Voilà. Et sinon, après, on a des nouvelles technologies aussi qui se développent, parce que là, pour faire du mobilier urbain, en fait, on met tout ensemble. Mais on a des nouvelles technologies qui permettent maintenant, aujourd'hui, de séparer les différents composants. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir d'un côté le PE HD, haute densité des bouchons, de l'autre côté le PE LD du film à l'intérieur, l'aluminium, et d'aller, notamment, il y a un recycleur là qui a répondu à un appel, un AMI de Citeo, et qui l'a obtenu, qui est en Allemagne et qui est capable maintenant de faire du retour à des films souples. Voilà. Donc alors, tout ça évolue énormément. Ce petit bouquin-là, il vient de sortir. Il est sorti quand? Il est sorti il y a à peu près 2-3 semaines. Voilà, c'est tout frais. Et alors? Et ben les ça gens se vend bien. Alors je le vends pas, je le donne en plus. Voilà. Moi je les vends les miens. Et si vous pouvez, et vous pouvez même le télécharger gratuitement avec tous les outils qui vont avec. Non, on l'a envoyé à énormément de personnes qui nous ont. On l'a même envoyé à nos clients parce qu'on sentait qu'il y avait vraiment un besoin d'information. Et tout le monde nous a dit c'est super parce que il y a des choses. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a des chiffres clés. C'est même à la limite ça pourrait être perçu, enfin lu par des consommateurs. Voilà. Oui. Donc on est content que ça puisse fonctionner et servir. Je trouve ça intéressant. Je dis toujours, les élus locaux dont je suis ne sont que des consommateurs. Oui. À la base, c'est pas des. Il n'y a pas que des énarques dans les élus, surtout les élus locaux. Je vous rassure tout de suite. Moi, j'ai pas fait des grandes études et pourtant. Non, mais la pédagogie, elle est essentielle. Non, très bien. Et voilà. Écoutez, c'est une très bonne initiative d'ailleurs, et je trouve que devrait y avoir plus de petits documents comme ça. Même si Théo l'a trouvé très bien. Ah, si Théo l'a trouvé très bien, c'est parce qu'il y avait une petite poubelle jaune dessus. Mais non, mais effectivement, il est très bien. Merci Carole. Vous en avez là. Carole, vous avez aussi un QR code pour ceux qui veulent la version PDF. Je vous le conseille, ça se lit très rapidement et ça fait pas mal à la tête. Je le garde. Eh bien, maintenant, nous allons passer bravo. Des questions peut-être. Là, j'ai oublié les questions à Carole. Est-ce qu'il y avait une question ? Pas de questions. Ça tombe bien, comme ça on va pouvoir passer à un autre Green Deal. Alors on va passer de la brique alimentaire à l'emballage, un emballage en plastique avec Morgane Guilleux de chez Knauf, et qui va nous parler d'abord qui est Knauf et du Green Deal, de Knauf. Alors c'est vrai que l'emballage en plastique, alors ça s'est peut-être calmé, mais c'était pas sa fête pendant quelques années avec tout ce plastique bashing. Et pourtant, quand on lit et quand on voit ce que vous allez nous faire, que de travaux et d'amélioration de ces emballages. Alors Morgane, parlez-nous un petit peu de Knauf et des différents points du Green Deal de Knauf. Alors, Knauf Industrie, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est plasturgiste. On est fabricant d'emballage et de pièces techniques pour l'industrie agroalimentaire, mais également pour tout ce qui est bâtiment et industrie au sens large. On a commencé notre démarche RSE depuis 2020, auquel on a commencé par réaliser un bilan carbone dès 2022. Et suite à ce bilan carbone, on a mis en place un plan sur 10 ans
avec des objectifs de suivi pour pouvoir suivre l'évolution de notre impact carbone et surtout le réduire. Pour ça, on s'est notamment donc aligné sur le Green Deal, qui a permis de nous poser les bases. En l'occurrence, donc le groupe Knauf, plus connu pour tout ce qui va être isolation, laine de verre, etc., a également son Green Deal et ses objectifs, et on a décidé de s'aligner dessus. Et pour 2032, donc les 100 ans du groupe, l'objectif c'est d'être à moins 50% d'émissions carbone sur nos scopes 1 et 2 et à moins 30% sur le scope 3 pour obtenir le net zéro à partir de 2045. Donc c'est plutôt des objectifs ambitieux. Zéro. Ah oui, vous êtes, c'est ambitieux. Et alors, ce que je voyais, c'est que vous avez trois grands objectifs qui se reflètent dans vos offres produits. Un premier objectif qui est vraiment sur l'économie du matériau, c'est ça, de la matière première? C'est ça. On s'est donné trois grands objectifs. Le premier, c'est tout d'abord nos matières, qui sont des matières qui peuvent paraître polluantes. Donc on travaille dessus pour avoir des matières qui sont recyclées, recyclables et qui peuvent aussi également ne pas forcément être d'origine vierge, d'origine fossile. On a également ce que nous a présenté Sliver aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que dès qu'on a la possibilité de devoir réinvestir dans nos outils de production, on a investi dans des machines qui permettent d'augmenter nos capacités de production tout en limitant en fait l'énergie. Notamment, on peut avoir des gains de production de 40% en termes d'énergie, donc pour le coup électrique et vapeur. Parce que ce que je trouve intéressant dans votre démarche, quand on voit beaucoup de démarches des matériaux qui font en fait des fois des bilans carbone pour se comparer aux autres, en disant voilà, là on est meilleur que lui, on est meilleur que lui. Ce que je trouve intéressant dans la démarche de Knauf, c'est qu'ils ont fait un bilan carbone pour se fixer leurs propres objectifs et pas pour les mettre à la figure, parce que c'est vrai qu'on sait que l'industrie plastique, elle est moins carbonée que d'autres industries de l'emballage. Et je tiens à souligner ce point-là parce que souvent je vois des bilans carbone qui s'envoient à la figure des autres matériaux et ça ne me plaît pas forcément. Donc je souligne ça. Moins 40% sur quelque chose, sur une industrie qui n'était pas extrêmement carbonée, qui n'était pas la plus carbonée de l'emballage. Non, c'est pas forcément évident. Faut vraiment regarder tous les postes. Par exemple, on fait aussi donc des analyses de cycle de vie. C'est pour ça que j'ai ramené cette barquette. Donc cette barquette, elle faisait 15 grammes. On peut se dire c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup. Et grâce à la simulation numérique, on a fait en sorte de garder les mêmes performances en termes notamment de compression verticale et de garantie de DLC. On a pu réduire de 22% le poids de la barquette. Donc, ce qui quand même permet d'économiser 77 tonnes de CO2 si on multiplie par 100 000 pièces. Donc par an, ce n'est pas négligeable. Et en fait, plein de petites actions mises en place au fur et à mesure nous permettent déjà d'avoir vu des résultats sur nos chiffres. Alors, comme tout à l'heure, sur le matériau, sur la production, sur les outils. Ensuite, vous avez un deuxième point sur l'outil de production, mais on en a peut-être un peu parlé déjà. On en a un petit peu parlé, oui. Notamment, on a donc tout ce qui est semi-électrique, tout ce qui est consommation électrique. On fait beaucoup de produits à base de machines qui nécessitent d'avoir de la vapeur. On recycle en fait notre vapeur aussi pour pouvoir la réinjecter dans la production. Et on fait ça donc pour tous nos sites. Et enfin, je voyais la circularité de nos solutions. Alors, quelque chose qui va forcément me faire plaisir. C'est pour ça que Morgane, on en parle. On va parler de circularité. Alors, il y a deux types de circularité, je pense, chez Knauf. Tout d'abord, il y a tout ce qui est matière recyclable. Ce qui, exactement comme le disait la personne avant moi, les briques alimentaires sont recyclables. Le plastique peut être recyclable, il faut juste choisir le bon, éviter tout ce qui est multicouche. Et nous, donc, on propose uniquement des solutions 100% recyclables, surtout du PP ou du PET, mais également du polystyrène expansé ou du polypropylène expansé. Et on a également donc des produits qui sont réemployables. Donc, essayez de passer de l'usage unique au réemploi. Ok, donc les gains au global que vous nous les avez donnés,
qu'est-ce qu'on dit encore? Je voyais donc toute une stratégie RSE que vous allez et un rapport RSE que vous allez... C'est ça. Donc depuis notre année de référence là, de 2021 où on a fait notre bilan carbone, aujourd'hui on a déjà économisé 10% d'émissions carbone. Donc ça c'est des choses qui sont prouvées et que vous pouvez retrouver dans nos rapports RSE. Et notamment donc là le 4e va sortir donc début avril. Il y aura également donc des exemples concrets pour toutes les industries, à la fois donc de nos produits, mais également de nos fabrications, pour montrer qu'on a besoin de tous aussi. Ça peut être également de la part de nos fournisseurs, mais également de nos clients, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Knauf? Pas de questions. Knauf, ça existe depuis combien de temps? Depuis 1980. Depuis? Là, en fait, on va faire les 100 ans du groupe. 100 ans. Et après, la partie et combien de personnes? 2000. 2000 personnes. Eh bien, bravo. Et là, on va passer sur une plus petite PME qui existe depuis 10 ans. Et je ne sais pas combien il y a de personnes comme ça pour montrer qu'il y en a pour tout le monde et que tout le monde peut faire son Green Deal. Donc j'appelle Vénaël Régnier qui vient de Monaco et qui ne fait pas partie de la famille, je vous rassure. Mais bon, on ne peut pas passer à côté. Vénaël Régnier, Monaco, on pense forcément à un prince. Petit prince. Petit prince. Alors, Vénaël, donc c'est la société Sempac qui existe depuis 10 ans, Ouais. qui est une petite PME et je crois qu'elle s'est fondée même sur une idée même du Green Deal. C'est... Alors, à l'époque, on ne parlait pas forcément de Green Deal, mais c'est parti effectivement de cette réflexion-là. C'est parti en découvrant le 7e continent et en découvrant la pollution plastique dans la nature. Et on s'est dit simplement qu'il était peut-être temps d'essayer d'imaginer des nouveaux types d'emballages qui soient à mi-chemin. C'est du plastique. Alors c'est du plastique, effectivement. Oui. Mais justement, on va travailler sur un R que tu apprécies, c'est réduire. Et l'idée, c'est parti de se dire... essayons d'imaginer un nouveau type d'emballage qui soit à mi-chemin entre le flacon traditionnel, le tube et le deuil pack, mais en y associant un certain nombre de vertus et puis en travaillant sur la réduction de la quantité plastique, la réduction de la... C'est ultra léger, enfin c'est voilà. Une plume. Tu vas retrouver la réduction de la consommation énergétique, notamment en production, on en parlera un petit peu après. Oui. Et puis, en travaillant aussi sur une problématique qui nous est chère, c'est le gaspillage de produits. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Effectivement, donc, cette réduction plastique, c'était l'idée finalement, je crois, à la base de faire des emballages qui ont la même fonctionnalité, même tenue que des emballages rigides. Ouais. Sauf qu'ils embarquent combien moins de plastique. Exactement. Et avec à peu près la même gestuelle d'usage. Bah, l'idée, c'était déjà d'ajouter une logique d'ergonomie. On a dérivé un principe tout bête qui s'appelle la poche à douille. Donc avoir un produit et que le vrai outil, il soit... La poche à douille, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour faire des grands ronds de chantilly. Exactement. Voilà, c'est pour les pâtissiers. Donc l'idée, c'était de se dire, on va essayer d'imaginer ce pack pour qu'il apporte justement une ergonomie, qu'il utilise beaucoup moins de quantité de plastique. Donc si vous le comparez par rapport à un flacon, un squeeze en PET pour de la mayonnaise, bah, il va peser 3 fois moins lourd. Et ça va avoir un impact environnemental parce que sur la CV et le bilan carbone, on va réduire de 70% les émissions de CO2. Sur la matière ou sur la fabrication sur la globalité? Non, sur le produit en lui-même. Sur le produit en lui-même. Sa conception fait qu'aujourd'hui, et le fait d'utiliser le secteur du flexible, va permettre de réduire de manière drastique de 70% les émissions de CO2. On va réduire de 60% la consommation d'eau. 60% la consommation d'énergie fossile. Oui, d'énergie. Alors, d'énergie pour la fabrication, parce que vous fabriquez les machines, c'est-à-dire que vous faites l'emballage et les machines un petit peu comme Tetra Pak finalement ou comme Sliver. Hein. Là aussi, on a un fabricant d'emballage qui est aussi sur les machines. Réduction de consommation d'énergie, mais il y a un truc qui me plaisait, parce que j'en ai fait une analyse il y a quelques années de ce produit, c'est le gaspillage alimentaire. En quoi ce produit
pack alimentaire, limite le gaspillage du produit. Bah justement, il était travaillé pour que ces canaux de distribution permettent une restitution jusqu'à la dernière goutte. Sempack, c'est un pack qui peut tenir tête en haut, tête en bas, pour tout type de produit et tout secteur d'activité. On peut parler en allant du solide, en allant vers du liquide, en passant par des formes pâteuses. Et son utilisation va permettre, et ces canaux de distribution va permettre d'utiliser jusqu'à la dernière goutte. Donc on va pouvoir, grâce au film flexible, aller chercher un maximum de restitution. Il est squeezable. Exactement. Et écrasable. Là, on va vous donner des chiffres, mais si vous comparez par rapport à un squeeze traditionnel de mayonnaise ou de sauce, on va avoir une restitution de l'ordre de 85-86%. Nous, on va aller jusqu'à des 96-97%, voire dans certains produits 99%. Alors les axes aussi, on parlait des axes de développement produit, c'est-à-dire que j'ai vu d'ailleurs... Tu n'as pas amené le grand. Enfin, j'ai vu le grand flacon là, sur le stand, un flacon qui était intéressant. On est sur de la soudure à l'ultrason aussi. Ouais. L'idée justement, c'est pour travailler sur la réduction énergétique. Il y a quelques années de ça, on avait déjà fait un premier focus, c'était ce R que tu aimes tant, c'est la notion de recyclabilité. Donc on a travaillé sur les monomatériaux. Oui. Puis on s'est rendu compte que les monomatériaux, c'était quand même beaucoup plus complexe à transformer et qu'avec le mode de scellage traditionnel thermique, c'était pas si simple. Donc on a pris une décision il y a quelques années et on a fait des investissements pour travailler sur l'ultrason qui va nous permettre d'augmenter nos cadences parce qu'on met 5 fois maintenant pour faire des soudures. Mais surtout, on va diviser par 10 la consommation énergétique. Et c'est aussi performant qu'un thermocellage. C'est même mieux. C'est mieux. C'est même mieux dans tous les tests qu'on a réalisés. Et ça nous permet aujourd'hui de pouvoir être dans une vraie logique de décarbonation parce qu'aujourd'hui, pour produire nos packs qui sont brevetés, on a développé des machines qui sont elles aussi brevetées. Et ça permet aujourd'hui de réduire encore plus, de manière encore plus drastique, la consommation énergétique utilisée pour produire notre pack. Et là, je vois, on a un complexe papier. C'est notre troisième axe. Troisième axe. Le premier axe, c'est le produit. Le deuxième axe, c'est le process. Le troisième axe, c'est les matériaux. On a travaillé, je vous le disais, depuis 2017 sur les monomatériaux. Mais depuis 2019, on travaille sur des solutions justement à viser pour remplacer le plastique par des solutions papier, aussi bien pour des liquides que des formules pâteuses. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'apporter des produits qui sont plus vertueux, d'être vraiment impliqué dans une logique de Green Deal pour apporter des solutions à l'industriel qui doit aujourd'hui se conformer aux contraintes réglementaires, notamment le PPWR, mais aussi apporter des solutions au consommateur final qui veut aujourd'hui des produits qui sont beaucoup plus vertueux. Donc en travaillant sur ces trois axes-là, produits, process, matériaux, on s'efforce aujourd'hui d'apporter des solutions visant justement à essayer de contribuer à ces problématiques environnementales actuelles. Bien, écoute, moi je souhaite en tout cas à Sempack qu'on puisse reparler dans 90 ans, pour les 100 ans. Comme si on est toujours là, avec grand plaisir. Moi je serai, j'espère aussi. Fidèle au poste, je suis increvable. Je serai là. Peut-être des questions dans la salle. Non, pas de questions. Merci. On avait un 5e Green Deal, mais qui se fera demain matin. Donc je vous retrouve demain matin avec 5 autres Green Deal. Et en tout cas, merci à tous. Ça montre la vivacité de nos entreprises en emballage et de montrer qu'elles s'engagent. Et je dis souvent qu'il ne faut jamais oublier, puisqu'on tire tout le temps sur l'emballage, que la filière emballage est quand même la première filière industrielle qui s'est dotée d'une REP et qui a mis en place le recyclage. C'est quand même la première, ça date de 92. Alors même si beaucoup de gens voient les verres à moitié vide, moi je préfère les voir à moitié plein. On a une filière, on peut avancer. La France est aussi en avance, et en tout cas prendre de l'avance sur le réemploi en emballage. Et ce vilain petit canard, finalement il avance. Et merci à toutes et à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. À demain.
Eh bien voilà, donc cette journée n'est pas encore terminée puisqu'à 17h20, Freddy Tiburce, le cofondateur et le dirigeant de Manger du Sens, va venir pour une conférence sur scène. Donc je vous invite à rester si vous le souhaitez dès à présent. 17h20, le rendez-vous. Vous pouvez aussi aller dégourdir vos jambes dans les différents espaces du CEFIA. En tout cas, nous vous attendons nombreux et nombreuses à la Scène Agora pour le dernier rendez-vous de la journée. Merci.